Le camp de concentration, dirigé par les SS, est créé le 27 avril 1940 à l'initiative de Heinrich Himmler. Il est complété par un centre d'extermination dont la construction démarre à la fin de 1941 et par un second camp de concentration destiné au travail forcé, créé au printemps 1942. Ces camps sont libérés par l'Armée rouge le 27 janvier 1945. Auschwitz est une ville du sud de la Pologne d'environ 41 000 habitants et située à environ 60 km à l'ouest de Cracovie. Auschwitz, Majdanek, Treblinka, ובשאר מחנות השמות באירופה שנהרגו ושנשרפו בכל Le camp d'Auschwitz I. Les premiers prisonniers sont des opposants politiques polonais, socialistes ou communistes pour la plupart. La moitié ouest de la Pologne est annexée par l'Allemagne nazie depuis octobre 1939. Ils y sont vite rejoints par des prisonniers politiques allemands et par ceux que les nazis considèrent comme des éléments asociaux, jugés selon eux non intégrables dans la population du Troisième Reich. Les tziganes, les prostituées, les homosexuels, les handicapés, les témoins de Jéhovah et les juifs. Après l'attaque allemande contre l'Union soviétique en juin 1941, les prisonniers de guerre soviétiques sont acheminés vers Auschwitz I. En 1940, le camp renferme de 13 000 à 16 000 détenus. Ils sont environ 20 000 en 1942. Près de 70 000 personnes y périssent. À l'origine, les prisonniers, contraints au travail forcé, devaient produire du caoutchouc et de l'essence synthétique à partir des ressources locales particulièrement abondantes, eau, charbon et chaux. La société employeuse était IG Farben. Le camp était doté de logements souvent luxueux pour les officiers SS qui en assuraient la garde. C'est dans ce camp qu'en septembre 1941, le gaz Zyklon B est testé sur les prisonniers de guerre soviétiques. Il est mortel en très petite quantité. Il y aura une chambre à gaz et un crématoire composé de 3 fours pour faire disparaître les corps des personnes gazées. Les installations ne seront pas détruites au moment de l'évacuation du camp par les nazis, destructions qui seront faites ailleurs pour ne pas laisser de traces. C'est également dans ce camp qu'eurent lieu des expériences médicales monstrueuses accomplies par des médecins nazis.
11 à Auschwitz était la prison dans la prison. C'était là que ceux qui avaient enfreint l'une des nombreuses règles du camp étaient punis. Ceux-ci pouvaient connaître la cellule debout qui contenait 4 hommes sur un espace d'1,5 m². Ils ne pouvaient que se tenir debout et le lendemain, ils étaient contraints de faire leur journée de travail. Les prisonniers condamnés à mort pour évasion pouvaient être laissés seuls en cellule, sans nourriture et sans eau jusqu'à ce que mort s'ensuive. Parfois, pour frapper les esprits, ils étaient pendus à proximité de leur baraquement sur des potences mobiles, comme ce fut le cas pour Mala Zimetbaum et Edek Galinski. Au sous-sol se trouvaient les cellules sombres qui ne comportaient qu'une toute petite fenêtre et une porte robuste. Les prisonniers détenus dans ces cellules suffoquaient fréquemment pour avoir brûlé tout l'oxygène de la cellule quand les SS n'allumaient pas une bougie pour accélérer le processus. Certains furent pendus par les bras, les mains entravées dans le dos pendant des heures et même des jours, jusqu'à ce que les articulations des épaules soient complètement disloquées. J'aimerais vous faire part du témoignage de Lydia Maximovitch, déportée à Auschwitz à 3 ans. Voici ce qu'elle raconte. Je me souviens de ce moment. Nous sommes tous entassés dans un wagon à bétail, sans rien à manger ni à boire, et dans des conditions sanitaires inexistantes. C'est ainsi qu'on était transportés vers Auschwitz-Birkenau depuis toute l'Europe occupée. Lydia Maximovitch a été déportée vers ce tristement célèbre camp de concentration lorsqu'elle avait 3 ans. Elle raconte son histoire dans le livre « La petite fille qui ne savait pas haïr ». Nous ignorions que sous les cheminées, il y avait des fours crématoires. Aujourd'hui âgée de 82 ans, la Biélorusse se souvient très bien de ses premiers moments dans le camp. Quand s'ouvrent enfin les portes du train, nous sommes poussés dehors et devant nous se dresse un rang de SS, les armes pointées dans notre direction. On voit de la fumée s'évacuer des cheminées visibles non loin. À ce moment, nous ignorons que ce sont des fours crématoires. Comble de l'horreur, comme d'autres enfants, Lydia a été victime des expériences du professeur Mengele. Là-bas se passe quelque chose de mauvais et certains n'en reviennent pas, dit-on. Là-bas, ce sont des laboratoires situés près des fours crématoires. L'objectif des expériences qui y sont pratiquées par Mengele était d'élaborer un homme aux capacités extraordinaires pour coloniser l'Europe. J'ai certainement un regard différent en ce qui concerne la mort. Par rapport à ceux qui n'ont pas été au camp, c'est que je n'ai pas reçu ce qu'un enfant en bas âge devrait recevoir. Toute ma vie est marquée par ce temps passé dans le camp, car on ne peut pas rester à côté ou l'oublier. Je pense que, d'une certaine manière, c'est mon devoir et ma mission. Il faut parler de ceux qui n'ont pas survécu, et on ne doit pas les oublier. Le camp d'Auschwitz II ou Auschwitz-Birkenau. Ce camp est installé à 3 km d'Auschwitz, dans un site marécageux. On a détruit le village polonais de Brzezinka pour permettre l'édification du camp. Il fut ouvert le 8 octobre 1941 pour les prisonniers de guerre soviétiques, qui furent les ouvriers qui commencèrent la construction du camp. Dès novembre 1941, il est affecté à l'extermination des Juifs. Pour y parvenir, les nazis firent construire dès 1942 4 complexes de chambres à gaz crématoires. Plus d'1 million de personnes y furent mises à mort. Les victimes étaient surtout des Juifs, mais aussi des Tziganes. À partir de novembre 1943, il devient autonome par rapport à Auschwitz I et à son propre commandement. Le camp avait une capacité d'accueil de 100 000 personnes à la fois. Les 300 baraques étaient regroupées sur une superficie de 170 hectares, clos par une enceinte de fils de fer barbelés, électrifiée de 16 km de long. Il y avait 3 subdivisions, un camp pour les femmes, un camp pour les hommes, et une extension qui restera inachevée.
que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement. Les prisonniers commençaient la journée à 4h30 du matin, 1 heure plus tard en hiver, avec l'appel. Le docteur Miklos Nisli décrit l'appel comme débutant à 3h du matin et durant 4 heures. À ce moment de la journée, même en été, il fait froid. Les prisonniers étaient tenus de se maintenir en rang à l'extérieur des baraquements et de rester jusqu'à la 7h, heure à laquelle les officiers SS arrivaient. Pendant ce temps, les gardes pouvaient leur infliger des punitions, pour un bouton manquant, une gamelle mal nettoyée. Ils pouvaient ainsi être contraints à rester 1 heure en position accroupie, les mains sur la tête ou recevoir des coups. Les détenus étaient comptés et recomptés. Miklos Nisli décrit comment la mort s'invitait également à l'appel du matin, rôdant parmi les détenus, se supportant l'un l'autre, jusqu'à ce que l'épreuve soit finie. Lorsqu'il était prisonnier, en 1944, de 5 à 10 prisonniers étaient retrouvés morts chaque nuit dans son baraquement. Les prisonniers relevant du service de Joseph Mengele étaient quant à eux réveillés à 7 heures. L'appel pour eux ne durait que quelques minutes. Après l'appel, les commandos se mettaient en marche vers leur lieu de travail par groupe de 5, portant leur tenue de camp rayée, sans sous-vêtements, portant des sabots de bois mal adaptés à leurs pieds et sans chaussettes. Un orchestre de prisonniers, comme l'orchestre des femmes d'Auschwitz au camp des femmes Auschwitz II, était obligé de jouer des airs entraînants pour accompagner le départ des prisonniers vers leur lieu de corvée. Les capots avaient la responsabilité des autres prisonniers, tout comme l'escorte SS qui les accompagnait. La journée de travail durait 12 heures en été et un peu moins en hiver. La plupart des tâches étaient relatives à la construction du camp, aux travaux dans les gravières ou dans les dépôts de bois. Aucune pause n'était accordée. Un prisonnier était même assigné aux latrines pour mesurer le temps que les détenus prenaient pour se vider la vessie et les intestins. Le dimanche n'était pas un jour de travail, mais les prisonniers ne se reposaient pas pour autant. Ils devaient nettoyer les baraquements et prendre leur douche hebdomadaire. Les prisonniers pouvaient écrire, uniquement en allemand, à leur famille. Ceux qui ne maîtrisaient pas l'allemand devaient se faire aider pour rédiger leur courrier. Les membres de la SS censuraient le courrier sortant. Un second appel était effectué le soir. Lorsqu'un prisonnier manquait à l'appel, les autres devaient rester en place jusqu'à ce que la cause de cette absence soit identifiée. Ceci, indépendamment des conditions climatiques, et même si cela devait durer des heures. Des punitions, collectives ou individuelles, étaient infligées sur la base de ce qui s'était produit durant la journée. Les prisonniers recevaient alors leur ration d'eau et de pain et regagnaient leur baraquement. Le couvre-feu intervenait 2 ou 3 heures plus tard. Les prisonniers dormaient sur des banquettes de bois, sur leurs vêtements et chaussures pour éviter qu'ils ne soient volés. De 800 à 1000 détenus étaient entassés dans des lits de bois superposés de chaque baraquement. Incapables de s'allonger complètement, ils dormaient en long ou en travers, avec les pieds de l'un sur la tête de l'autre, le cou ou la poitrine. Dépouillés de toute dignité humaine, ils se frappaient, se mordaient, se donnaient des coups de pied afin de grappiller quelques centimètres d'espace supplémentaire pour dormir un peu plus confortablement, ce qui rendait leur nuit très courte. Afin de gagner en capacité et d'évacuer les sanis libérés par les détenus, les chalits étaient légèrement inclinés. De plus, les chalits supérieurs, théoriquement plus propres, étaient pris d'assaut par les plus costauds, plus valides que ceux qui se voyaient contraints de se contenter des banquettes inférieures, où, en raison de la dysenterie fréquente, se déversaient tout au long de la nuit les déjections venues des étages supérieurs. L'hiver,
Une installation de chauffage sommaire parvenait à maintenir une température limitant le nombre de décès par hypothermie. Chaque baraquement était équipé de 2 cheminées en briques. Placées à chacune des extrémités du bâtiment, leurs foyers étaient reliés par un large conduit bâti à même le sol, dans l'axe du baraquement. Ce système de chauffage demeure l'un des vestiges d'origine encore visibles. Les constructions en bois, à droite de l'entrée du camp, sont des reconstitutions récentes, les matériaux d'origine ayant été dévastés soit à l'évacuation du camp, soit après la libération, par les populations locales à la recherche de combustible. En plus de l'entrée monumentale d'Auschwitz-Birkenau, il subsiste quelques bâtiments en dur, comme le bureau où, entre 2 arrivages de convois de déportés, se tenaient Mengele et ses assistants, quelques bâtisses qui abritaient les cuisines ou divers magasins servant à la vie du camp. Le midi, ils recevaient une soupe claire, sans viande, et le soir, un quignon de pain rassis. La plupart des prisonniers gardaient un peu de pain pour le lendemain matin. La ration journalière ne dépassait pas 700 calories, à l'exception des détenus soumis aux expérimentations médicales, qui étaient mieux nourris et mieux vêtus. Les conditions sanitaires étaient déplorables et l'eau potable manquait. À Auschwitz II, Birkenau, il n'y avait pas de latrine avant 1943, 2 ans après que la construction du camp n'eut démarré. Le camp était infesté par la vermine, comme les poux qui étaient vecteurs de maladies, et les prisonniers mouraient en masse d'épidémies, de typhus ou d'autres maladies. Le noma, une infection bactérienne liée à la malnutrition, était une cause de mortalité infantile importante dans le camp des Roms. À partir d'août 1944, l'armée rouge est à 200 km d'Auschwitz. Les autorités nazies envisagent alors la liquidation du camp en cas de nouvelle victoire soviétique, ainsi que cela avait déjà été fait pour les autres camps d'extermination situés plus à l'est. Aussi longtemps que cela était possible, les nazis ont continué l'extermination dans les chambres à gaz. Les nazis ne mettent fin aux travaux d'agrandissement d'Auschwitz qu'à la fin de l'année 1944. Avant cela, les nazis entreprennent de détruire et d'effacer les traces des crimes commis. Ils prennent soin d'assassiner la plupart des témoins oculaires du génocide, et particulièrement les juifs qui avaient travaillé dans les crématoires. Après l'été 44, le camp se dépeuple progressivement. Les détenus évacués sont soit employés dans des usines d'armement situées plus à l'intérieur du Reich, soit, dans le cadre des marches et des transports de la mort, conduits vers d'autres camps de concentration. La marche de la mort d'Auschwitz à l'Oslo, endurée par les détenus épuisés sans manger, ou presque, dans un froid glacial, est responsable de plusieurs dizaines de milliers de morts. Le 17 janvier 1945 a lieu le dernier appel général. Y sont présents 67 000 déportés, dont 31 800 à Auschwitz I et II, 35 100 dans les camps auxiliaires dépendant de Monowitz. 7 000 déportés maintenus dans le camp survécurent jusqu'à la libération. Les soldats soviétiques ont découvert sur place environ 600 corps de détenus, exécutés par les SS pendant l'évacuation du camp ou morts d'épuisement. En 5 ans, plus d'1 100 000 hommes, femmes et enfants meurent à Auschwitz, dont 900 000 le jour de leur arrivée, en général par train. 90% des victimes étaient juives. Les victimes de ce que les nazis appelèrent la solution finale furent assassinées dans les chambres à gaz ou parfois exécutées par arme à feu. Mais elles moururent aussi de maladies, de malnutrition, de mauvais traitements ou d'expériences médicales. Après sa libération, Auschwitz reste abandonné pendant 2 ans. Le Parlement polonais décide en 1947 de faire d'Auschwitz un musée à la mémoire des victimes.